Dire que les différences entre les hommes et les femmes sont socialement construites va faire disparaître le pénis et fondre les testicules. Si on fait une différence entre le sexe biologique et le genre socialement construit, les seins des femmes vont exploser. Alors bonjour, tout d'abord bien sûr les remerciements de rigueur pour votre manque d'humilité et pour nous amener à bousculer les visions du monde en 15 minutes. Donc je vais vous parler de cette fameuse dite théorie du genre, la manière dont elle nous parle. Tout d'abord, c'est une actualité dans laquelle nous sommes toutes et tous plongés, une actualité très bavarde. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de buzz autour de la dénonciation de cette prétendue idéologie qui déconstruirait l'ordre naturel, et qui amènerait donc à une forme de déséquilibre aussi bien psychique des enfants que déséquilibre politique et social. Le propos de mon intervention ne sera pas, de manière à la fois péremptoire et périlleuse, de transformer votre conception des études de genre et de faire que ceux qui sont ce qu'on appelle anti-genre deviennent pro-genre. Mon but sera d'essayer de prendre un peu de distance par rapport à la dimension polémique de ce sujet et de montrer en quoi il est éminemment théorique et éminemment politique, au sens où il nous amène à interroger notre République et tous nos mythes fondateurs du contrat social comme une République entre frères et voir en quoi ça parle encore aujourd'hui. À la fois de manière consciente, mais avant tout à travers notre inconscient républicain, ce que j'appelle le ça républicain. Même si le surmoi est aujourd'hui celui de l'égalité des sexes, où en sommes-nous de la persistance de ce ça républicain à la fois hétérocentré, sexiste et fraternel? Donc, deux écueils symétriques qu'il me semble nécessaire d'éviter. Le premier écueil est d'épouser cette critique, cette dénonciation des études de genre comme idéologie et de ne pas percevoir que le genre est avant tout, comme le dit l'historienne américaine John Scott, une catégorie utile qui permet de prendre de la distance par rapport à une naturalisation de la place des hommes et des femmes dans la société et de voir que la place des femmes et des hommes dans nos sociétés au pluriel sont la résultante d'une construction sociale relationnelle, hiérarchisée et intersectionnelle. Je m'explique très rapidement. Le fait qu'il y ait, en termes d'orientation scolaire puis professionnelle, les filles et les garçons ne soient pas aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'il y ait plus de filles, et on est à l'ENS, en lettres qu'en sciences dites dures, en mathématiques, n'est pas la résultante d'un goût lié à différences de chromosomes, différences de physiologie, mais bien à une construction sociale dès la socialisation dans la petite enfance sur ce qu'il est légitime de faire et d'être quand on est une petite fille et quand on est un petit garçon. Donc cette idée que c'est une construction sociale relationnelle, puisque le féminin et la construction du féminin n'a de sens que par rapport à la construction aussi du masculin et des assignations, mais aussi des interdictions ou des marginalisations de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est qu'être une femme. Intersectionnelle dans la mesure où nous ne sommes jamais qu'une femme ou qu'un homme, mais une fille et un garçon de tel âge, de telle origine sociale, ethnoculturelle, de telle apparence physique. Donc, nous sommes à l'entrecroisement de toutes ces constructions sociales hiérarchisées. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser ces études pluridisciplinaires, mais bien de comprendre leur enjeu et leur dimension heuristique. Le second écueil symétrique, c'est de se dire, en fait, cette alliance d'acteurs que l'on peut plutôt classifier, je suis politiste, à droite de l'échiquier, et puis avec une dimension confessionnelle plus ou moins explicite, catholique, c'est pratique parce que ça fait une cartographie du sexisme et de l'homophobie. C'est-à-dire que les méchants sexistes, c'est eux. C'est ceux qui disent que le genre est méchant. Et puis les autres, on est exempt de questionner en quoi notre conception du lien politique, du contrat social, de l'égalité, elle est ambivalente, voire contradictoire en ce qui concerne la pensée des différences, et en particulier des différentes dans l'égalité. Donc, on va essayer de prendre de la distance, même si, comme c'est un sujet d'actualité, c'est toujours un peu difficile, par rapport à ces tentations polémiques et ces tentations stigmatisantes. Pour se poser avant tout la question donc, de l'enjeu théorique. Alors, je vais en soulever uniquement deux, puisque le but, c'est de vous bousculer, mais pas d'achever, de vous donner des réponses, mais bien d'aggraver le problème. Donc, je vais l'aggraver de deux manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle, et ce qu'un numéro spécial du Canard enchaîné a appelé les nouveaux réacs. Donc, on va faire un peu, pour le coup, non pas une cartographie du sexisme, mais une cartographie de la mobilisation. Et on va voir en quoi ces nouveaux réacs,
Alors, je vais vous laisser vous positionner sur le fait que vous les jugez réactionnaires ou pas. En tout cas, ils sont en effet en réaction par rapport à une évolution juridique, en particulier en France, mais ils ne sont pas nouveaux. Ce n'est pas une démarche qui est nouvelle, dans la mesure où, comme l'analyse en particulier la philosophe Geneviève Fraisse, c'est une expression contemporaine de la peur de l'indifférenciation des sexes et des sexualités. C'est ce qu'elle appelle une ritournelle, une hantise de l'histoire. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on a souvent à la fois le mythe de l'exception française et puis cette impression de nouveauté contemporaine. Là, on est dans quelque chose qui est tout à fait à historiciser comme une caractéristique, une réponse aux revendications égalitaires de cette moitié de la population que sont les femmes, où on peut citer les moments un peu clés de notre conception du lien politique, par exemple la Révolution française, ou à celle qui revendiquaient d'être des citoyennes et non pas seulement des mères ou des épouses de citoyennes, il était répondu qu'il y avait un danger d'indifférenciation des sexes, et en particulier que c'était une manière de nier les différences et que le risque était qu'on ne soit plus qu'entre eux-mêmes. Vous voyez le glissement du politique, l'horizon que à l'entremêlement de toutes nos différences que sont les humains. L'homme est par définition, l'homme au sens d'être humain, est un entremêlement de différences. Comment on tend vers une égalité au-delà de nos différences? Quand il s'agit de l'égalité entre les femmes et les hommes, le risque qui est posé, c'est celui d'un risque de mêmeté qui va entraîner le fait qu'il n'y aura plus de désir entre les hommes et les femmes, et donc un risque pour la survie de l'espèce, puisqu'il n'y aura que de l'amitié possible et non plus de l'amour. Donc là, on voit que ce glissement du politique à l'ontologique est quelque chose de récurrent dans notre philosophie politique. Comment ça s'exprime aujourd'hui à travers cette dénonciation de ce qui est appelé la théorie du genre, pour dénoncer un cheval de Troie qui, sous des couverts tout à fait consensuels, d'égalité, de lutte contre la discrimination, mettrait en cause notre équilibre psychique et politique. Alors comment ça s'exprime? Il y a quand même à penser une centralité de la peur de la remise en cause de ce qu'on appelle un peu l'hétéronormativité, c'est-à-dire que le couple hétérosexué et la complémentarité des sexes qu'il porte est au cœur non seulement de notre équilibre familial et personnel, mais il est posé aussi comme au cœur de l'équilibre politique. Là, les inquiétudes exprimées par l'Église, et en particulier à partir des années 95, suite à la 4e conférence sur les femmes à l'ONU, vraiment mettent explicitement le doigt sur cette dimension fondamentale du risque de mettre l'homosexualité à un niveau acceptable, à un niveau de normalité en ce qui concerne le choix individuel des personnes. On peut citer le lexique sur les termes controversés concernant la famille, la vie et les questions éthiques, donc par le Conseil pontifical en 2003, la lettre du cardinal Ratzinger, qui deviendra Benoît XVI en 2004, qui met en évidence cet élément. En France, le début des polémiques autour, vous devez vous en souvenir, de la publication de la circulaire de septembre 2010 sur le programme de Sciences et Vie de la Terre, valide cette centralité de l'hétéronormativité, puisque ce qui fait débat et qui a permis à des alliances d'acteurs pour vraiment être en résistance par rapport à ce péril politique et psychologique, c'est le fait qu'il explicitait que autant la construction des rôles sexuels est de l'ordre de la sphère publique, et que la déconstruction des stéréotypes peut être considérée comme au cœur de la sphère publique, mais le choix de l'orientation sexuelle est mis du côté du choix personnel. Et donc c'est ça qui met le feu aux poudres. Alors, comment on le voit? Il y a une résolution de commission d'enquête qui est fort intéressante, qui date de décembre 2012, qui est portée par 40 députés UMP, déposée par Xavier Breton et Virginie Duby-Muller, qui sont à la pointe de la remise en cause de l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette résolution de commission d'enquête sur les dangers de l'introduction et de la diffusion du gender en France? Donc, ils nous disent très clairement qu'il faut ouvrir les yeux des Français sur le fait que ce qui peut apparaître comme des politiques publiques un peu éparses, anodines, voire plutôt bienveillantes, sont en réalité une remise en cause de notre contrat social. Et que donc, il liste à la fois certaines crèches comme la crèche Babylou, le programme de recherche auquel j'appartiens à Sciences Po, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, Présage, voilà, et commence à déconstruire notre équilibre social. Ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont raison de dire que ça déconstruit notre équilibre social, mais ils ont raison sur le fait que ça touche le sens même de notre contrat social, qui a été fondé sur le fait d'exclure la sphère privée des règles démocratiques.
Et qu'en effet, là, on remet en cause cette non-contagion de la sphère privée des règles démocratiques et on remet en cause aussi le mythe fondateur de la complémentarité des sexes. Février 2013, l'UNI, syndicat étudiant que vous devez connaître, crée l'Observatoire de la théorie du gender de la même manière pour ouvrir les yeux sur ce péril. Donc, je vais vous montrer un peu comment tout cela prend de la place et de l'espace médiatique. Il y a aussi le Vigie Gender, qui sont en fait, suite à la Manif pour tous, des guides pour mettre en place au sein des écoles, suite à la loi non seulement à l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe en mai 2013, mais aussi à la loi sur la rénovation de l'école en juin 2013, donc le fait de veiller à être en vigilance pour que ça ne remette pas en cause l'équilibre de nos enfants. Donc là, vous voyez aussi le positionnement d'une actrice politique, Christine Boutin, Tu seras une femme, mon fils, voir comment il y a une caricature de ces éléments, énormément de publications à la fois de philosophes, de théologiens, de psychologues, avec l'idée que, et je vous parlerai très rapidement de Jean-François Madieu, qui est philosophe et qui fait une préface à la querelle du genre d'un psychologue, et qui dit en fait c'est pire que ce que Nietzsche, un grand féministe devant l'éternel, que ce que Nietzsche dénonçait, c'est pas la guerre des sexes, c'est la remise en cause même du sexe. C'est un peu du marxisme, non pas une seule classe, mais un seul sexe. Et donc, il y a vraiment un risque, et là, Boris Cyrulnik, par exemple, psychologue assez connu, dit en fait, c'est la haine de la différence, c'est clairement une forme de perversion. Un autre psychologue parle, Jean-Marc Guy, de fantasme féminin de la complétude utéro-fétale. Bon. Donc vous voyez, il y a une pathologisation de ce questionnement. Et puis, il y a vraiment une mobilisation. Alors là, vous voyez, la Manif pour tous, le Printemps français fait des petits parmi les jeunes, en particulier les veilleurs. Je trouve que les mères veilleuses, c'est quand même un beau coup com', donc je voulais vous le montrer. Et puis, vous avez dû voir à la fois les homènes qui travestissent les fémènes et qui mettent sur leur torse, mais ils n'ont pas le courage de montrer leur visage, mais ils mettent sur leur torse « Protect Kids, No Gay Marriage ». Et puis les Antigones qui se posent comme des héritières de Sophocle, dans le sens où elles seraient pour la légitimité contre la légalité, donc elles remettraient en cause une législation qui ne serait pas conforme à l'ordre naturel, qui est d'être féminine, complémentaire et non pas féministe. Et là, vous voyez la caricature qui a été faite dans le Canard enchaîné, Antigone et Antigone. Alors, vraiment d'actualité, nous avons l'annonce de la Manif pour tous du 2 février. Et là, des affiches qui ont fait débat, qui ne sont pas des parodies. Vous verrez ensuite, je vous montrerai une parodie, mais qui ne sont pas des parodies. Oui, en effet, ils ont mis pas touche à nos stéréotypes de genre. Vous reconnaissez qui est la petite fille, qui est le petit garçon. Et puis là, bien sûr, ceux qui travaillent sur les études de genre voudraient que ces pauvres enfants deviennent des hermaphrodites. Donc là, vraiment cette idée de résistance, quelque chose d'incongru que subiraient les enfants sans défense. Là, vous avez donc la caricature de ces affiches. Oser le féminisme va mettre pas touche à nos discriminations, voilà. Et puis il y a cette BD d'une féministe qui a un blog et qui s'appelle Insolente Végie et qui dit qu'elle est à la fois végétalienne, extrémiste et très très méchante. Et là c'est assez intéressant dans la manière dont elle fait le lien entre glissement ontologique au politique. Elle dit dire que les différences entre les hommes et les femmes sont socialement construites va faire disparaître le pénis et fondre les testicules. Si on fait une différence entre le sexe biologique et le genre socialement construit, les seins des femmes vont exploser. Donc, elle caricature cette peur que parce qu'on veut penser les différents dans l'égalité, on remet en cause les différences. Alors, pour finir, dans cette volonté de ne pas faire d'un côté les méchants sexistes et de l'autre côté ceux qui déconstruisent notre rapport trop naturalisant aux identités, je voudrais quand même dire qu'on peut avoir l'impression qu'on a atteint du non-sexisme dans un camp. Et je trouve que ce camp-là parle encore, ce ça républicain, du sexisme constituant. Très brièvement, 2 points. Vous avez dû entendre parler de l'entretien de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, en mai 2013, qui dit, en réponse aux polémiques autour de la fameuse méchante théorie du gender, il dit « Je suis contre la théorie du genre, je suis pour l'égalité, parce que je reconnais qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. » Qu'est-ce qu'il nous dit
il nous dit qu'il ne va pas jusqu'au bout de la déconstruction du mythe fondateur de la complémentarité des sexes et qui pose encore comme politique et centrale cette complémentarité. Et il n'aurait, je pense, jamais dit « je ne suis pas antiraciste parce que je reconnais qu'il y a des différences de couleur entre les individus ». Là, il aurait trouvé que son passage entre l'ontologique et le politique ne tenait pas. Quelque chose qui peut apparaître anecdotique aussi, mais qui a du sens, dans le cadre de l'examen de cette loi sur la rénovation de l'école, qui avait un fort enjeu, puisque touchait à nos têtes blondes, qui ne le sont plus tant que ça d'ailleurs, c'est vraiment porter le mal à la racine. Il y avait un amendement à la fois de Sandrine Mazetier, qui a fait parler d'elle il n'y a pas longtemps, sur Monsieur la députée, qui proposait de changer le nom de l'école maternelle en école préélémentaire pour que ce soit moins normatif. Cet amendement n'a pas été retenu. De la même manière que le fait d'intégrer l'égalité de genre dans le contenu n'a pas non plus été retenu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce sexisme constituant continue à parler et qu'on est dans des politiques publiques qui sont des politiques publiques correctrices en termes d'hétéronormativité, mais qui ne sont pas encore transformatrices. Et pour reprendre une expression de la philosophe américaine Nancy Fraser, nous ne sommes pas encore en France dans une république de parité de participation où nous serions reconnus au-delà de nos différences et de l'entremêlement de nos différences comme à des êtres pairs et égaux, mais comme des êtres qui doivent, en tout cas pour cette différence considérée comme vitale pour l'équilibre psychique et social, qui est la différence de sexe, nous sommes complémentaires avant d'être pairs. Je vous remercie.